l'autorité palestinienne, avec la complicité de l'Union européenne, fait et construit de manière illégale des petits bâtiments de ci, de là, au niveau, sur des points stratégiques. Ce qui se passe maintenant, c'est vrai que la communauté européenne, devant ce gouvernement qu'ils considèrent comme étant un gouvernement d'extrême droite, ils vont essayer un petit peu d'augmenter la pression. Mais il faut pas avoir peur de ça. Vous savez, c'est une vieille affaire. Eux, ils disent, on est pour un État palestinien. Il faut leur répondre, nous, on n'est pas pour un État palestinien parce qu'on sait exactement ce que ça consiste. Nous avons le plaisir d'être dans ce studio avec Shaul Shmukler. Shaul, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, Chodesh Tov, effectivement. Je voudrais que nous revenions sur un développement intéressant qui se rapporte aux relations entre Israël et l'Union européenne en particulier. Eh bien, il s'avère que selon des informations rendues publiques par l'association des Bitronistim, c'est une association, on va dire, d'anciens officiers supérieurs de l'armée israélienne qui sont, on va dire, plus proches du camp national, on va dire, comme cela, eh bien, l'Union européenne essaierait de manière tacite ou disposerait d'un plan visant à amplifier la présence de Palestiniens dans la zone C, au détriment, bien entendu, d'Israël, alors que la zone C, on le sait, selon les accords d'Oslo, eh bien, c'est une zone qui est sous contrôle exclusif de l'État d'Israël. Oui, ce que les Bitronistim, donc l'association dont vous avez parlé, d'officiers supérieurs de l'armée, de la police et puis de toutes les instances militaires israéliennes, a découvert, en fait, c'est une autre association qui s'appelle Atkan, qui veut dire jusque-là, pas plus, stop là, et qui a découvert la présence d'un document qui montre l'activité clandestine, qui sape les accords internationaux, les accords d'Oslo, où la communauté européenne a été le témoin. Donc les témoins d'un accord international qui, eux, violent les accords qu'ils ont eux-mêmes, qui ont été signés devant eux et qui ont servi de témoins. C'est marqué, c'est clair. L'Union européenne a servi de témoin aux accords d'Oslo. Et les voici, on les attrape la main dans le sac. En fait, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi c'est une très bonne nouvelle ? Bien parce que maintenant, la diplomatie israélienne a la possibilité. Bien, vous savez, c'est comme au tennis, on vous donne une balle et il faut faire un smash en retour et leur dire, écoutez, vous, d'habitude, vous cachez derrière comment on appelle ça, des éléments humanitaires. Vous savez, ils disent, ils le font, la communauté européenne le fait de manière éhontée. C'est-à-dire, ils construisent de manière illégale, en général, des écoles. C'est ça, parce qu'il faut être précis. C'est pas la première fois qu'on entend parler de l'activité de l'Union européenne en zone C. Ce que l'on sait, en tout cas au cours des dernières années, c'est que l'Union européenne a régulièrement construit des maisons, des écoles, des bâtiments, et même parfois même des bâtiments privés, pour on va dire, consolider la présence palestinienne dans cette zone C qui est sous contrôle israélien. Donc ça, on le sait depuis très très longtemps. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a mis la main sur un document secret de l'activité clandestine de l'Union européenne et qui contrevient à tout ce qui est le droit. Et donc moi, ce que je voudrais dire, c'est une grande chance pour Israël, parce que vous savez, on parle du droit international. Oui, on parle du tribunal international de La Haye, du statut des territoires, justement. Non, mais on parle du droit international, mais en fait, c'est une vaste farce, le droit international, parce que on le tire d'un côté ou de l'autre. Et je voudrais vous citer juste la fin de la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Oui. Et les animaux de la peste, vous savez, se harrosent sur le baudet, et ça se termine comme ça. La Fontaine termine sa fable en disant « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Et là, c'est les jugements de la Cour internationale, du droit international, toutes les différentes instances internationales, eh bien, selon que... Qui sont systématiquement anti-israéliens. Qui sont systématiquement biaisés contre Israël. Et donc ça, ce biais-là constitue une contravention au droit international, parce que le droit international exige que tout le monde soit égal devant la loi. Et donc, il y a des violations
flagrante du droit international. Et Israël, avec ce gouvernement de droite, malé, comme dit Benjamin Netanyahou, donc que avec des gens de droite, il devrait saisir l'occasion de renvoyer cela à la face de l'Union européenne, en disant, écoutez, vous venez ici sous le prétexte d'une action humanitaire, on sait très bien que vous mentez, et en fait, la meilleure réponse, ce serait, vous faites des actions, des actions qui sont illégales, eh bien nous sommes contre les actions illégales. La preuve, c'est que lorsqu'il y a des juifs qui construisent quelque chose, tout de suite l'armée intervient. L'armée aussi devrait pouvoir intervenir à ce niveau-là et ne pas appliquer une politique raciste qui distingue entre des juifs et des arabes. Alors justement, c'est ça, parce qu'on se demande quel est l'impact d'une telle action, d'une telle activité de la part de l'Union européenne, selon certains de ses experts, des hauts officiers de l'armée israélienne, des anciens officiers de l'armée israélienne, eh bien cela aurait déjà causé des dommages importants à la sécurité de l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que sur le terrain? Alors, ce qui se passe, c'est que l'Union européenne, non, on va dire comme ça, l'autorité palestinienne, avec la complicité de l'Union européenne, fait et construit de manière illégale des petits bâtiments de ci, de là, au niveau, sur des points stratégiques. Alors, quels sont ces points stratégiques? C'est à côté immédiatement de villages juifs, pas une implantation, ça n'existe pas une implantation. Des villages juifs de Judée-Samarie, et pour les empêcher de s'agrandir. Et ils le font aussi sur des zones stratégiques, sur des routes stratégiques. Vous savez, comme par exemple la zone E1 qui est du côté de Maria-Adumim. Oui, absolument. Par exemple, le cas fameux du campement de Khan el-Ahmar, qui est une petite tribu bédouine de moins d'une centaine de personnes, que la Cour suprême a dit qu'il fallait déplacer. Sa présence était illégale. Voilà, parce que c'est une présence illégale. Et que tous les gouvernements, y compris les gouvernements de droite sous Benjamin Netanyahou, et on espère aujourd'hui maintenant qu'ils auront enfin le courage de les déloger, parce que c'est une activité illégale. Récemment, sur Ramat, je ne me rappelle plus exactement quel est le nom de ce petit point d'habitation en Judée-Samarie, l'armée est intervenue plusieurs fois pour déloger quelques caravanes. Et donc, l'armée sait intervenir. Oui, mais quand c'est des juifs, c'est facile parce qu'il n'y a pas le haro sur le baudet qui est là. Mais dès qu'il s'agit de quelques Palestiniens, quelques Arabes, eh bien à ce moment-là, tous les gouvernements ont eu peur jusqu'à présent. Il faut avoir le courage de le faire. Maintenant, avec Bibi Netanyahou à la tête du pays, vous savez, Bibi Netanyahou n'a jamais fait montre de grand courage. Je suis un petit peu pessimiste sur la chose, mais c'est quelque chose qui va arriver à la fin, dans très peu de temps. La Cour suprême va exiger une réponse de la part de l'État, et ce sera de la part de l'État de répondre à ce point lancinant de Khan el-Ahmar. Il faut montrer qu'Israël n'a pas peur. Et Israël se conduit vraiment comme une victime. Vous savez, ça montre le syndrome de Stockholm, la victime qui a beaucoup de compassion avec ses bourreaux. Oui, ça pourrait être aussi le syndrome d'Oslo, mais dans le cas précis, c'est le syndrome de Stockholm. Mais concrètement, est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas de la part de l'Union européenne, justement, en perspective de d'entrée en fonction du gouvernement de Benjamin Netanyahou, une volonté d'accentuer cette action pour dire d'une certaine manière, nous ne reconnaissons pas véritablement le gouvernement israélien, ou nous agissons de la sorte pour essayer de venir en aide à la population palestinienne, parce que les Européens c'est une chose, mais les Américains aussi. Aujourd'hui, je lisais dans Shabbat une interview de Thomas Knight, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui dit très clairement, nous voulons venir en aide aux Palestiniens aujourd'hui. Donc il y a deux manières de le faire. Il y a la manière, on va dire, détournée et illicite de l'Union européenne. Il y a des manières plus ouvertes. Est-ce qu'on peut craindre que, justement, sur le plan diplomatique, aujourd'hui, avec l'arrivée du gouvernement de Benjamin Netanyahou, on se heurte à une activité diplomatique accentuée de la part des Américains et des Européens en faveur des Palestiniens? Alors, c'est pas nouveau, ça existait depuis tout temps. Cette activité clandestine, ou cette action de sape de la souveraineté israélienne dans la zone C a toujours existé, quel que soit le gouvernement, et c'est une très vieille affaire. Ce qui se passe maintenant, c'est vrai que la communauté européenne, devant ce gouvernement qu'ils considèrent comme étant un gouvernement d'extrême droite, ils vont essayer un petit peu d'augmenter la pression.
Mais il faut pas avoir peur de ça. Vous savez, c'est une vieille affaire. Eux, ils disent, on est pour un État palestinien. Il faut leur répondre, nous, on n'est pas pour un État palestinien parce qu'on sait exactement ce que ça consiste comme danger. Ils disent, un État palestinien qui va être démocratique, vivant en paix aux côtés d'Israël. Mais un État palestinien, un État arabe qui soit démocratique, ça existe où? Uniquement dans leurs illusions les plus complètes. Ça n'existe absolument pas. Quand vous regardez tous les pays arabes, il n'y en a absolument aucun qui a un État démocratique. Ça n'existe pas. Et donc, on va dire, oui, mais l'État palestinien, ça peut être différent. Mais quels sont les indices que vous avez pour montrer que ça va dans ce sens? Si on regarde les démocraties, ça fait Mahmoud Abbas a 18 ans maintenant, je pense, de pouvoir, alors qu'il avait été élu pour uniquement 4 ans. Et maintenant, on est à 18 ans. Alors, vous savez, c'est un oxymore. C'est une contradiction interne. Ça n'existe pas. Alors, soudain, on va avoir un État palestinien qui, lui, va être démocratique, qui va respecter les droits de l'homme. Vous savez, lorsque un Arabe qui habite en Judée-Samarie ou n'importe où, il entend taper à sa porte à 4 heures du matin, il fait une prière immédiate. Il dit, pourvu que ce soit les Juifs, pourvu que ce soit Tsahal, qui viennent toquer à ma porte à 4 heures du matin, parce que si c'est l'autorité palestinienne, aïe, ça va me coûter très, très, très cher. Vous voyez, on a tout dit avec cela. Alors, concrètement aujourd'hui, on parle dans le cadre justement de la formation du gouvernement de Binyamin Netanyahou sur un autre angle diplomatique. On parle d'une possibilité de rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. C'est l'un des objectifs avoués de Binyamin Netanyahou, essayer de conclure un accord de paix de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Pour cela, Netanyahou pourrait mettre entre parenthèses à nouveau le dossier de l'annexion de la Judée et de la Samarie, ou au moins d'une partie de la Judée et de la Samarie. C'est conciliable avec les composantes, on va dire, de la droite nationaliste israélienne qui seront dans ce gouvernement? La constitution de ce gouvernement a mis énormément de temps à se mettre en place. Et même aujourd'hui, les choses ne sont pas claires. Oui. Donc Netanyahou a dit, voilà, Allah a dit, c'est-à-dire j'ai réussi à former un gouvernement, mais il n'y a pas encore d'accord définitif. On ne sait pas exactement quels sont... Oui. Voilà, c'est très laborieux. Pourquoi est-ce que c'est très laborieux? La chose est relativement simple. C'est que Netanyahou, c'est l'aile gauche. C'est un centriste. Paradoxal. Mais c'est pas paradoxal du tout. Netanyahou n'a jamais été un homme de droite. C'est un carloniste, c'est un centriste. Et donc, Netanyahou, un carloniste. Absolument. Ouais. On le voit très bien. Parce que tous les problèmes que Netanyahou a eu pour monter son gouvernement, c'est parce qu'il y a eu des gens, enfin, de droite, une droite malée, comme il dit, comme il a souhaité, c'est-à-dire une droite avec des composants de droite qui arrivent au gouvernement, et Netanyahou, il est obligé de freiner tout ça parce que il ne veut pas. Mais il ne veut pas, parce que Netanyahou a dit la chose suivante: quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Vous savez, on a vu en 2015 Netanyahou qui est descendu dans la force de l'Union du Congrès contre Obama. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Donc oui, ça veut dire que on le voit, Netanyahou a cédé sans cesse face à Smotrich, à Ben Gvir, aux orthodoxes. Et il ne cède pas. Qu'est-ce qu'il dit? On va en discuter demain. On va ouvrir une commission. On va regarder. Et vous savez très bien que lorsqu'on ouvre une commission, c'est le meilleur moyen d'enterrer la chose. Et donc ça a été la démarche tout au long des discussions avec les composantes de droite, de la coalition, où Netanyahou il freine des quatre pieds pour ne pas mettre en place une véritable politique de droite, celle qui a été pour laquelle le peuple a voté. Le peuple a voté de manière très claire pour une politique de droite. Et Netanyahou, lui, c'est pas un homme courageux. Quelle sera sa politique? Je voudrais dire encore une chose par rapport à l'administration Biden aujourd'hui. Comment il va se conduire? On sait comment il s'est conduit avec Obama. On a du mal à voir comment il va se conduire en sachant qu'il est dépendant aussi d'une partie de sa coalition de l'aile droite. Comment va-t-il se conduire avec l'administration Biden? Il va y avoir des tensions, c'est évident, mais les tensions, elles seront encore plus fortes à l'intérieur du gouvernement, parce que des gens comme Smotrich, des gens comme Ben Gvir, qui constituent une partie importante de la coalition, eux, ce sont des gens qui viennent avec une certaine idéologie, et une idéologie certaine, et qui sont pas des pragmatistes, des gens qui veulent avoir le pouvoir pour l'avoir, mais ils veulent mettre en place une certaine politique. Et Netanyahou, lui, il est gêné aux entournures, parce que il va trouver que... Vous savez, Netanyahou, c'est un occidental. Il pense comme les Occidentaux. Et au fond de lui-même, il est pour qu'il y ait un deuxième État. Il dit, pas annexer, parce qu'on annexe qu'un territoire qui ne nous appartient pas. La Judée et la Samarie est un territoire où il suffirait
d'une décision gouvernementale, comme en 1968, Lévi Eshkol a décidé pour Jérusalem, pour appliquer la loi, la souveraineté juive sur la Judée-Samarie. C'est une décision, mais il ne le fait pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la dite communauté, de la soi-disant communauté internationale. Mais c'est vrai qu'il y aura des réactions. Et alors? Vous savez, Netanyahou, en 1948, s'il était aux commandes de l'État à la place de Ben Gurion, n'aurait jamais eu de déclaration d'indépendance. Et il n'aurait jamais attaqué Osiris, comme l'a fait Begin, et il n'aurait jamais attaqué... Irak, le réacteur nucléaire en Irak, et il n'aurait jamais attaqué le réacteur nucléaire aussi syrien. C'est un homme qui il n'aime pas les conflits, Netanyahou. Oui. Et on le voit. Il essaye de ménager la chèvre et le chou. Quand vous nous présentez ainsi Netanyahou, on a du mal à croire que c'est un homme de droite, et on a du mal à croire, à se demander pourquoi finalement, eh bien, il suscite tant de haine du côté de la future opposition. Vous avez parfaitement raison. C'est vraiment ils sont, excusez-moi, ils comprennent rien à rien. Toute la gauche israélienne devrait au contraire prier pour que Benjamin Netanyahu soit au pouvoir, et des hommes de gauche intelligents comme Chaim Ramon, qui était un ancien ministre de la Justice de Pérez et du camp de gauche, ils disent mais arrêtez, laissez-le. Au contraire, c'est le meilleur garant d'une politique dite de gens éclairés. C'est ce que les personnes qui ont une analyse saine et qui sont pas complètement animées par une haine qui est absolument incroyable envers Benjamin Netanyahou, et Aaron Barak, qui est le pape de l'activisme juridique, il dit Netanyahou nous a toujours protégé la Cour suprême. Exactement, non, pas seulement de tout l'appareil judiciaire. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait très bien. Et donc, Netanyahou est un imposteur. Ça, je l'ai dit, je le répète, c'est un centriste, et une chose incroyable. Un imposteur, ça veut dire, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire, il n'est pas un homme de droite. Oui, non. Donc, par rapport à sa politique, tout à fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que Netanyahou n'est pas un homme de droite. Il est à la tête du plus grand parti de droite, et il est haï par les gens de gauche, alors qu'au contraire, il devrait l'acclamer en disant, c'est un homme responsable, il est modéré. On est dans une situation absolument incroyable. Eh bien, Shaul Shmukler, merci beaucoup de nous avoir fourni votre éclairage donc sur cette situation qui est complexe, il faut bien l'avouer, cette entre-deux gouvernements dans laquelle on se trouve cette semaine justement, puisque c'est à la fin de la semaine que Benjamin Netanyahou devrait, il faut utiliser le conditionnel, devrait présenter son gouvernement, et vous nous dites d'une certaine manière, Benjamin Netanyahou, c'est un moindre mal pour la gauche et pour le centre israélien, ça sera certainement le garant d'une forme de statu quo plutôt que de crier à sur le baudet contre lui. Voilà, merci beaucoup Shaul Shmukler d'avoir été avec nous ce matin, d'être venu dans notre studio en ce dimanche matin si tôt. Merci d'avoir été avec nous, et bonne fête de Hanouka. Merci Daniel. À bientôt. Merci.